La santé mentale est une urgence mondiale et c'est une urgence qui est silencieuse. Elle concerne pourtant 1 milliard d'individus à travers le monde. Et ça veut dire que c'est une personne sur 8. Et c'est quand même 15%, 15 années de vie avec une incapacité. Et malgré l'importance du phénomène, moins de 2% des budgets sont alloués à la santé mentale par rapport au budget lié à la santé de façon globale. Par rapport à la région africaine, ce qu'il convient de noter, c'est que les défis sont encore plus urgents, compte tenu du déficit de ressources de façon globale, que ce soit des ressources humaines, que ce soit les ressources financières ou en fait les ressources en équipement, en infrastructure, etc. Il faut savoir que par rapport aux données de l'OMS, l'Afrique occupe la 3e place en termes de prévalence des troubles mentaux dans le monde. Par exemple, le taux de suicide est plus élevé en Afrique par rapport aux autres continents. Ça représente 18 hommes sur 100 000 personnes et 5 femmes sur 100 000 personnes. Aussi, il faut noter, en fonction des pays, notamment en Afrique subsaharienne, il y a un autre fléau qui est la consommation d'alcool. Et surtout chez les jeunes entre 12 et 15 ans. 42% de ces jeunes sont concernés, ce qui, bien entendu, n'arrange pas la situation. L'usage des substances est un déterminant qui, clairement, ne favorise pas les choses et qui peut aggraver l'état de la santé mentale. Quand on regarde les chiffres de l'ONEDC publiés en 2025, en considérant l'année 2023, il y a 316 millions d'individus qui ont fait usage de drogues illicites. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui est marquant, parce qu'on sait aujourd'hui que le marché de la cocaïne est en plein essor et qu'on a atteint des taux records en 2023 avec une production quasiment de 3700 tonnes. Et aussi, quand on regarde la prévalence des gens qui ont fait usage de drogues illicites ou de substances illicites en 2023, ça représente quand même 6% des individus qui sont âgés entre 15 et 64 ans. Alors, la situation en Mauritanie est similaire à la situation en Afrique. Alors, on n'a pas de données exactes sur certaines parties, notamment par exemple l'usage de substances, mais on sait par exemple que la prévalence des troubles mentaux qui a été réalisée, selon une étude réalisée par la Société savante, elle concerne 35% des Mauritaniens, donc ce qui est quand même un chiffre record. Et par ailleurs, l'insuffisance des ressources dont on a parlé aggrave la situation. En termes de ressources humaines, par exemple spécialisées en termes de psychiatres, on en a à peu près 5 qui sont en exercice pour un pays qui comporte quand même près de 6 millions d'habitants. Et toutes les autres catégories de personnel, notamment que ce soit les psychologues, les ergothérapeutes, les orthophonistes, c'est quasiment inexistant même en considérant le secteur privé. Donc voilà globalement quelle est la situation en Mauritanie et qui nécessite bien entendu une riposte. Oui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille qui arrive au niveau des services des urgences du centre hospitalier, qui rencontre un médecin en lui disant j'ai le bras qui est paralysé depuis quelques jours. Donc elle tient son bras, elle le montre, j'ai le bras qui est paralysé depuis quelques jours, j'arrive plus à faire de mouvement. Donc le médecin, dans un premier temps, il fait un examen clinique et il propose de faire quelques examens sanguins pour essayer de voir s'il y a des éléments qui pourraient expliquer cette paralysie. Or, l'ensemble des examens s'avère négatif. Donc il discute avec cette jeune fille en disant écoute, tu es en bonne santé, les résultats nous rassurent, sont plutôt rassurants. Est-ce que ça va Donc il commence à discuter avec elle, commence à échanger avec elle en disant comment va la famille, vous êtes combien à la maison. Il crée un cadre vraiment de discussion. Et au fur et à mesure, la jeune fille lui dit moi, je viens de passer le bac et j'ai échoué.
et j'ai honte. J'ai honte, je me sens pas bien. Et puis, donc, il l'aide à relativiser cette situation. Il lui dit, écoute, t'es jeune, t'as le temps de reprendre. Tu sais, ici, parmi les infirmiers, il y en a qui ont refait leur bac. Donc, tu peux quand même réussir. Donc, il prend vraiment le temps d'échanger avec elle. Il lui dit, écoute, tes examens cliniques sont plutôt OK. Je te propose de revenir demain et on fera une radio. Là, on verra. Cette jeune fille n'est jamais revenue au centre hospitalier. Parce qu'en fait, son bras a refonctionné dès le lendemain suite à cet échange. Tout ça pour vous dire que ce dont elle avait besoin, parce qu'en fait, elle avait associé le fait qu'elle avait utilisé sa main pour écrire lors de l'examen à cet échec. Donc, en fait, cette main était un petit peu sanctionnée par l'échec, elle était devenue non fonctionnelle. Le fait d'avoir discuté, d'avoir verbalisé avec le médecin, ça l'a aidé à relativiser, et du coup, ça a tout de suite libéré finalement le bras qui était paralysé. Donc, d'où l'importance de l'écoute, de la bienveillance, parce que là, pour le coup, on n'a pas eu besoin de recourir à des médicaments, mais l'écoute, l'appui psychosocial a été suffisant pour aider cette jeune fille à aller de l'avant. Alors, comme je disais tout à l'heure, le ministère de la Santé et l'ensemble des décideurs du pays en sont pleinement conscients de la situation actuelle. Et donc, bien entendu, la riposte, elle va commencer par la mise en place d'une stratégie nationale pour la santé mentale et de lutte contre les addictions. Bien entendu, cette stratégie et ces efforts sont soutenus par l'ensemble des partenaires techniques et financiers du groupe sectoriel santé sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé. Et bien entendu, le deuxième aspect qui me semble très important, c'est d'inclure dans toutes les politiques publiques la santé mentale et son financement. Aussi, il faudrait décentraliser les soins et inclure la santé mentale au niveau des soins de santé primaire. C'est la seule façon d'agir vraiment de façon efficace. Il y a d'autres perspectives qui sont, par exemple, renforcer les capacités des soignants, du personnel soignant par exemple, et aussi de renforcer la lutte contre la stigmatisation. Au sein de l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé, il y a une volonté ferme de permettre l'accès des services de santé mentale, de le rendre accessible à tous. Et nous, dans le Hood el-Sharqi, par exemple, qui est une zone assez particulière, hein, qui traverse une crise humanitaire, on a tout de suite proposé de faire une cartographie des acteurs de la santé mentale. L'idée, c'est de savoir qui fait quoi, où, comment, pour qui, de sorte à pouvoir justement référer les personnes qui sont dans le besoin, mais également en fait de pouvoir concentrer les ressources là où on a le plus besoin. Par la suite, on a également proposé d'instaurer un mécanisme de coordination entre les différents acteurs pour harmoniser et pour que ce soit davantage impactant pour la cible. Et quand on coordonne nos activités, qu'on évite de dupliquer, c'est davantage efficient. Et donc ça, c'était les deux premiers strates qu'on a mis en place. Ensuite, on a proposé d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire. Donc, on a proposé des sessions de renforcement de capacité aux agents de santé. On a pu former plus d'une centaine d'agents de santé sur la santé mentale et les premiers secours psychologiques, de sorte à ce que eux, désormais, sont outillés pour reconnaître les premiers signaux de détresse, par exemple, et d'avoir les réflexes de soutien, de bienveillance, d'écoute, et aussi, surtout, d'être en capacité de référer vers des services spécialisés aux besoins. Donc ensuite, on nous a remonté, l'équipe nous a remonté un défi qui est assez présent, la difficulté de maintenir la confidentialité, puisque beaucoup de gens ont du mal à se confier, puisqu'ils auront peur que ça soit entendu, que ce soit reporté, que ce soit partagé ailleurs. Donc, on a mis en place des espaces d'écoute dans le Hood el-Sharqi. On en a mis 5 au niveau de Tilmedra, à Mourj, à Delbagrou, Bassigno, Nema, dans les différents centres hospitaliers et centres de santé, de sorte à ce que les personnes trouvent un espace sûr, confidentiel, respectueux, où ils pourront libérer la parole. Donc, une fois qu'on a mis en place justement ces services, on a voulu faire le lien avec la communauté. Parce qu'en fait, c'est bien de proposer des choses, mais comment faire en sorte que la communauté puisse avoir accès? Donc, on a rencontré plus de 160 femmes et jeunes filles qu'on a sensibilisées sur la santé mentale. Et pour vous dire, le retour qu'on avait tout de suite, elles nous disaient, nous, quand on voit quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, on va
vers le marabout, vers le guérisseur traditionnel. Et jamais on a pensé prendre la direction de l'hôpital. Et donc les résultats de ces sessions de sensibilisation, c'était qu'elles se sont appropriées l'idée de dire maintenant, si je me sens pas bien, même si j'ai l'impression que je suis un petit peu triste, que j'ai pas envie de faire quelque chose, je peux quand même aller en parler au médecin. Donc, si nous voulons apporter une conclusion, une synthèse par rapport à cette courte discussion, il faudrait avoir à l'esprit que la santé mentale, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas un luxe. Et aussi, avoir à l'esprit que favoriser cette santé mentale, ce soutien psychosocial aux individus, c'est favoriser la résilience communautaire et globalement, c'est favoriser l'équité. Comme je vous le disais, lors des sessions de sensibilisation, on avait beaucoup de confessions de la communauté et parfois on nous a donné des exemples. Par exemple, il y avait une femme qui racontait qu'elle avait son jeune fils qui, du jour au lendemain, qui aimait beaucoup jouer avec ses amis, qui aimait beaucoup sortir du jour au lendemain, il avait plus envie de sortir, il voulait plutôt rester à la maison. Il avait délaissé toutes les activités qui le préoccupaient, il ne voulait plus aller à l'école. Et lorsqu'en fait, ils lui ont posé la question, mais pourquoi? Il disait non, je me sens pas bien. Donc il s'enfermait de plus en plus sur lui-même. Donc éventuellement, ce jeune, qui finalement a rencontré l'équipe médicale, traversait un épisode de dépression. Et ça, on n'en parle pas. Et donc pourquoi il traversait cet épisode? Parce que il avait des résultats scolaires qui étaient pas forcément à la hauteur de ce qui était attendu par sa famille. Il était extrêmement stigmatisé par un de ses enseignants, montré du doigt, et tout ça, ça a été très difficile pour lui. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y on a beaucoup de jeunes parfois qui traversent des épisodes de dépression sans savoir que c'est une dépression. Et la société, le réflexe de la société, c'est tout le temps d'être dans le jugement. Et il est paresseux, il ne veut pas aller chercher du travail, alors que le manque de travail, justement, peut faire que la personne tombe dans un épisode de dépression. Le divorce, on n'en parle pas. Parfois, on a des jeunes qui se marient en espérant que ce sera un nouveau départ pour leur vie. Et malheureusement, ils se confrontent à l'échec. Et ça peut également, comme je disais, créer des épisodes de déprime, voire de dépression. Donc, il y a aussi cette pression de la société, cette jeune fille qui est à la maison, et puis on lui dit, il faut que tu te maries, pourquoi tu es là, pourquoi tu te maries pas? Et donc, et on a beaucoup, en tout cas, de retours, nous, en tant que professionnels de la santé mentale, de ces personnes qui se confient à nous, qui nous disent, voilà, on me met la pression, moi je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vaux rien, qu'est-ce que je fais? Donc je pense que c'est vraiment important qu'on s'approprie, en tout cas, cette problématique tous ensemble, et surtout qu'on prenne la bienveillance, l'écoute, l'empathie, et c'est normal. Quand on a des problématiques de santé mentale, c'est une problématique comme d'autres, c'est une maladie comme une autre, et on devrait pouvoir arriver à en parler librement, sans jugement, pour être aidé.